Bonjour, bienvenue au CREDAC, à cette première discussion pensée par l'équipe du CREDAC avec Kapwani Kiwanga dans le contexte de son exposition Sima Sima qui ouvrira en avril jusqu'à juillet 2021. Cette première discussion pensée avec Kapwani accueille Noémie Sauve, qui est artiste, et elle soutient également l'association Clean Amen, qui dynamise les territoires urbains par la promotion des pratiques paysannes. Elle parle aujourd'hui avec Anne de Malray, journaliste, qui coordonne la revue Bilbaude et les débats au musée de la chasse et de la nature sur les usages et les représentations de la nature. Elles ont choisi ensemble de discuter sur une question importante aujourd'hui. Peut-on encore habiter le paysage ? Cette question rejoint à bien des égards celle posée par Kapwani Kiwanga, c'est-à-dire que le paysage est un support de transmission, une page de papier. Comment la nature porte la mémoire, l'histoire des peuples et des migrations, comment la nature résiste ? Noémie, Anne, c'est à vous. À l'intersection des sciences de la nature et des sciences de la culture, un nouveau modèle de savoir se prépare, dont la caractéristique clé est l'amour multispécifique. Contrairement à la manière dont les cultural studies se sont emparés de la science auparavant, sa raison d'être n'est pas la critique de cette dernière, bien que l'on puisse néanmoins continuer à poser un regard critique. L'idée est davantage d'encourager une immersion nouvelle et passionnée dans la vie des non-humains étudiés. Auparavant, une telle immersion était seulement permise aux chercheurs en sciences naturelles, à la condition qu'ils dissimulent l'amour pour leur objet. L'apport essentiel de cette nouvelle forme de savoir est qu'elle invite conjointement à apprendre et connaître les sciences naturelles et à mobiliser dans le même geste les outils des humanités et des arts. Ce que recherchent ceux qui travaillent dans ce nouveau champ, c'est à ouvrir de l'imagination collective afin de rendre possible de nouvelles relations à la nature. Pour ce faire, nous avons besoin de convoquer les talents insoupçonnés des autres, qu'il s'agisse de scientifiques ou de non-scientifiques. L'extrait que vous venez d'entendre, tout en naviguant dans l'œuvre Reflet de Noémie Sauve et de l'anthropologue américaine Anna Tsing, dans un article de 2015 intitulé « Les arts de l'inclusion » ou « Comment aimer un champignon ». Alors ce qu'elle nomme « art de l'inclusion », c'est donc ce nouveau modèle de savoir qu'elle appelle de ses voeux, en parlant ici du point de vue d'une chercheuse en sciences de l'anthropologie qui nourrit son travail et ses enquêtes d'autres disciplines, dont la biologie, et elle appelle à ouvrir l'imagination collective au croisement des sciences, des arts, afin de rendre possible de nouvelles relations à la nature. Alors Noémie Sauve, sans que votre travail ne se résume à cet enjeu, il me semble que votre démarche artistique, de la même façon que celle d'Anna Tsing, est nourrie de savoirs scientifiques et que votre démarche les décale, les interroge et les confronte à leurs effets d'élucidation et de catégorisation du monde. Pendant la lecture de cette citation, vous avez pu naviguer dans l'œuvre de Noémie Sauve Reflet et cette proposition de navigation est inspirée d'une série de 10 vidéos que vous avez produites pendant le confinement en faisant en quelque sorte de nécessité-vertu puisque vous étiez empêchés d'exposer vos œuvres et notamment la centaine d'œuvres inspirées de votre résidence en 2017 sur le voilier scientifique Tara. Ces vidéos permettent d'entrer différemment dans vos œuvres que vous commentez et elles montrent combien votre travail plastique, multiforme et nourri de réflexions, d'idées, de savoirs scientifiques, tout autant que de pratiques. Alors nous avons choisi aujourd'hui d'aborder votre travail à partir de la notion de paysage et avec cette question « Peut-on encore habiter le paysage ?» qui est aussi le titre d'une série d'œuvres récentes, on pourrait dire des œuvres de confinement. Et ces œuvres permettent de comprendre
la manière dont vous êtes dans votre travail, toujours en mouvement et dans un aller-retour constant entre l'atelier, vos terrains d'enquête, l'intériorité, l'extériorité, le fantasme et le rapport au réel et aux faits scientifiques. Et pourtant, vos œuvres sont situées au sens où elles assument le rapport à ces terrains d'enquête, à vos engagements politiques et sociaux, et aussi à la matérialité des êtres et l'importance des relations de transformation, de domination ou encore de domestication que nous entretenons avec les autres vivants. Dans une des vidéos de cette série de visites virtuelles, vous dites que quand vous étiez petit dans la Drôme, vous passiez beaucoup de temps à observer la nature, le sol, les plantes, les arbres, et que vous projetiez des scénarios sur ce qui animait ce paysage et ce qui finalement faisait tenir ensemble ces différents éléments que vous observiez. Et il me semble que votre travail artistique aujourd'hui est peut-être encore nourri par ce souvenir d'enfance et que vous fondez vraiment votre pratique sur des rencontres multiples, sur le goût de l'expérimentation formelle et de la confrontation au terrain et notamment des terrains, on va le voir, qui sont des terrains d'études scientifiques. Alors nous allons commencer cet entretien par une série d'œuvres récentes qui sont nées, on pourrait dire, des interrogations soulevées par la situation sanitaire sur notre finalement impossibilité d'action et de mouvement, et aussi le fait que nous étions tous coupés finalement des paysages naturels. Alors ces œuvres, vous en parlez presque comme d'un paysage mental et fantasmé. Et j'aimerais commencer par vous interroger sur justement les effets de cette période de confinement sur votre travail et votre inspiration créatrice. Oui, c'est vrai que parler d'amour pour commencer cette discussion, je trouve que ça correspond bien parce que par l'amour, et ce qui rejoint toutes les idées de fantasme aussi qu'on va pouvoir développer, il y a cette idée de curiosité, même au micro, et qui peut porter très loin avec un paysage miniature. Et du coup, ces paysages bonsaï qui sont en céramique, des fois augmentés avec du cristal fluorescent, donc qui font encore des références à la science, par le fait qu'on ait un outil pour observer des choses qui ne vont pas nous être directement offertes si on fait confiance juste à nos sens d'humain. Et du coup, toute cette approche d'un paysage dans lequel on peut se projeter, qui effectivement était la question qui était vraiment discutée, de retour à la nature, de qu'est-ce que je fais en ville, où est-ce que je peux me projeter pour me sentir mieux au quotidien. Cette envie, elle est inspirée de quelque chose qui concrètement, si on devait l'appliquer, à quoi ça ressemblerait? Ça serait sûrement pas la même chose dans l'application et cette image mentale dans laquelle on peut se projeter. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'elle provoque en fait, cette image mentale? Qu'est-ce qui provoque ce paysage dans lequel je me verrais bien? Et en fait, par le fait de les faire, ça me permettait d'avoir ces expérimentations un peu en miniature de projection. Et en fait, ces paysages aussi, ils évoluent. Alors ça, c'était important pour moi parce que d'avoir un paysage nu, c'est-à-dire qui est vraiment figé, ou d'y inclure du végétal, de la végétation, ça permet aussi d'inviter en fait quelque chose qui va grandir au-delà de la surface qu'on va créer. Donc on a quelque part cette extension qu'on voyait aussi se passer en dehors de l'atelier. Moi, j'habite à côté d'un parc, et c'est vrai que le parc fermé, d'un coup, il y a un terme que j'utilisais qui était on voit le bout de leur saison physiologique. C'est-à-dire, je disais, ce que je voulais dire par là, c'était d'un coup, on pouvait voir les plantes monter en graines, on pouvait voir des fleurs, on pouvait voir des plantes se ressemer elles-mêmes, on pouvait voir des choses qui finalement s'alimentaient et débordaient, quoi. Et du coup, c'était vraiment aussi une manière de montrer un paysage qui peut se figer, comme on peut imaginer une saison qui fige un paysage glacé ou un paysage qui s'augmente justement par une végétation qui reprend le dessus. Donc ça me permettait en fait d'expérimenter ça à petite échelle, de m'y projeter, quoi.
ça évoque aussi une autre série d'œuvres qui ont été aussi réalisées pendant cette période de confinement, qui en fait est une période que vous vivez entre deux résidences, classiquement, qui là, c'est un peu étiré, puisque vous devez partir en mai, finalement. En juin, finalement. En résidence en Sicile. Et c'est donc une résidence qui va vous mener dans des paysages volcaniques que vous ne connaissez pas, et au contact de volcanologues qui vont vous accompagner dans un double projet sur l'influence des volcans sur la biodiversité marine et sur l'agriculture, en particulier les vignes. Alors, dans cette phase préparatoire, en fait, alors que vous n'êtes pas confronté encore à ce paysage, vous avez réalisé une série qui s'appelle « Études de manifestations fantasmées ». Alors, justement, pourquoi cette notion de fantasme, elle est importante dans ces phases préparatoires à des résidences où vous allez aller justement sur le terrain et à la rencontre de scientifiques et des autres vivants qui peuplent vos œuvres? C'est vrai que c'est toute la question de se dire quelles questions je vais pouvoir poser sur un terrain que je ne connais pas. C'est toute la question de savoir quelles sont les questions sur quelque chose qu'on n'imagine même pas exister. Donc en fait, exactement comme les paysages bonsaï, ça permet en fait quelque part de lancer une pierre sur laquelle je vais pouvoir me hisser comme un éclaireur en fait d'idées ou de parcours que je vais pouvoir explorer. C'est-à-dire que ça va me donner une indication par l'envie de le découvrir, et ça fait encore référence à l'amour, en tout cas par cette curiosité, ça va réveiller cette curiosité, et en plus ça fait appel aussi aux sensations physiques qu'on peut avoir reçues des images, de l'expérience des autres, etc. C'est-à-dire qu'en plus les volcans, c'est quand même quelque chose qui nous a tous marqués par les histoires qui tournent autour. C'est difficile d'avoir échappé à l'image du volcan, donc explorer ces images fantasmées quand elles ne sont pas encore instruites, ça permet après, dans l'instruction, de créer des images qui vont être un peu plus fortes et faire confiance aussi justement à ce qu'il va y avoir comme transmission plastique, en fait, comme intelligence plastique qui va être aussi révélée dans cette intelligence, dans ce parcours-là, quoi. Il faut que je puisse laisser la place graphique et la découverte graphique sur finalement le terrain d'enquête et pas sur la découverte finalement juste du territoire. En fait, pour me considérer quelque part comme chercheuse, quoi. Parce que ça m'anime, c'est cet émerveillement que je recherche. C'est, comme je disais, mettre en rapport, c'est-à-dire savoir ce que je vais mettre en rapport et du coup connaître des questions que je vais pouvoir mettre en rapport et décloisonner. Et ça passe par une matérialisation graphique, c'est ça? Pour avoir justement la part d'intelligence plastique, parce que les images, elles existent en science, elles existent souvent pour simplifier en fait. Enfin, pour simplifier, pour aider à comprendre une situation, synthétiser un contexte qui est souvent complexe. La complexité du vivant, moi, elle est très importante pour moi à restituer comme complexe. Et en fait, dans les images, en art plastique en tout cas, on ne cherche pas forcément à simplifier cette complexité. Et c'est du coup jouer sur ces deux rapports d'image, quoi. Alors justement, à propos de représentation, naturaliste ou scientifique du vivant, vous dites que c'est en 2009 devant un dessin de Ernst Haeckel, qui est donc biologiste, philosophe, personnalité de la fin du 19e siècle, difficile à classer selon les segmentations disciplinaires modernes. Et donc c'est devant une série de dessins extraits des formes artistiques de la nature, donc parus en 1904, que vous vous êtes dit que vous vouliez un jour vous associer. Alors vous dites vous associer à la science. Alors on en parlera très concrètement en revenant justement sur cette résidence importante qu'a été Tara pour vous. Mais qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là devant cette œuvre de Haeckel qui précisément, c'est vraiment les formes artistiques de la nature, donc qui tient ensemble dans une forme graphique, une esthétique et une volonté de description et de classification, si on peut dire, du vivant. Oui, alors c'est vrai que c'était une exposition qui s'appelait La planète des signes, qui était proposée par Guillaume Desanges au FRAC Île-de-France.
Et c'était une exposition donc, qui jouait pas mal justement sur ces compositions d'images et la portée de ces images-là. Et ce qui m'avait frappé devant Haeckel, mais il y avait plusieurs pièces, mais Haeckel c'était vraiment fort, c'était deux choses en fait. La première chose, c'était de me dire qu'en fait mon imaginaire ne pouvait quelque part pas rivaliser avec ce que pouvaient proposer les formes et les couleurs de la nature. Et c'était un soulagement quelque part de me dire bon ben j'y appartiens même profondément, même dans cet imaginaire-là, quoi. Donc là, il y avait quelque part ce défi d'aller voir forme micro, forme macro. En fait, toutes les formes étaient existantes et il y avait, voilà, il y avait ça. Et la deuxième chose qui m'a marquée, c'était cette organisation qui était représentée sur ces planches, donc qui fait à partir d'observations microscopiques ou même de choses qu'on peut voir à l'œil. Mais en tout cas, ces détails très organisés là, cette obsession de l'organisation sur quelque chose où pareil, alors l'organisation et la déconstruction, l'organisation et la déconstruction, c'est comme une forme binaire en fait qui m'intéresse aussi toujours dans mon travail, quoi. Et d'autant plus, par exemple, là, ça fait plusieurs mois que je travaille sur l'épisode bonus de cette série de Tara, avec Michel Pichon, qui est un des grands monsieurs de la taxonomie en français, mais qui habite en Australie, et sur justement cette organisation en fait des éléments. Qu'est-ce qui se passe dans ces organisations, vers quoi ça découle comme idée, etc. Nous, on a une manière aussi de s'organiser, un artiste, un scientifique, on a des manières de s'organiser pour recréer, pour redéconstruire. Et voilà, c'était ces deux choses-là qui m'intéressaient beaucoup et qui ont fait que je me suis dit, si je pouvais avoir un terrain pour explorer ces choses-là, ça serait super, quoi. Ça me fait penser à une phrase que vous dites justement dans cette série de vidéos et sur laquelle j'avais envie de vous faire réagir dans le prolongement de cette idée-là. Vous dites c'est comme si jouer avec la part d'inconnu que l'objet artistique avait le droit d'incarner dans ses représentations pouvait permettre d'incarner ce que la science ne pouvait pas faire. Un au-delà scientifique, une mise en rapport non vérifiée, un caractère étrange, non défini, une énigme persistante. Finalement, j'ai le sentiment que ce qui vous intéresse en fait dans la relation avec les scientifiques et avec on pourrait dire les faits scientifiques, c'est moins les réponses qu'ils apportent que les questions finalement qui restent en suspens et qui inspirent en fait vos propres questionnements et vos propres formes. En fait, il y a deux choses que j'ai envie de dire là, c'est que à la fois il y a la complexité qui peut être présentée comme une valeur qui a toute sa place. Donc ça, lui redonner finalement sa place dans le vivant, dans nos observations scientifiques. Et il y a aussi la place de l'artiste qui est de dire, bon ben, moi j'ai pas besoin forcément d'être validé par un protocole scientifique. Et du coup, je vais pouvoir tenter en fait une mise en rapport, une présentation, une œuvre plastique qui va aller au-delà en fait de ces formes attendues, en tout cas de vérification. Enfin, je pense à un exemple qui est un peu à côté, qui n'est pas sur Tara, mais j'ai eu un projet à un moment donné avec des architectes où c'était sur l'habitat animal en ville. Et en fait, on travaillait ensemble, c'était des architectes qui étaient déjà intéressés par ces questions-là. Et à chaque fois qu'on proposait, qu'on avait une idée, c'était évident que c'était moi qui allais la faire parce que j'avais la place en tant qu'artiste pour pouvoir expérimenter les choses. Je pouvais le faire. Eux, ils étaient inscrits à l'ordre des architectes, etc. Ils avaient des attentes, ils ne pouvaient pas bouleverser tout ça. Et l'artiste peut le faire, en fait. Et après, sur ces questions qui donnent une place aussi, c'est Corail, portrait, le titre exact, c'est Corail, des énigmes comme une identité. Donc Corail, c'est un dessin en fait qui est issu des questions que j'ai posées à bord, parce que donc voilà, j'avais préparé mon expédition sur cette étude des formes, l'étude des matières aussi, parce qu'il y a toute la recherche des matériaux qui va avec. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que je pressens au niveau de la forme que doivent prendre les choses, il va y avoir l'enquête à l'atelier sur quelle est la meilleure forme, quel est le meilleur matériau, quitte à inventer des matériaux pour représenter ça. Donc il y avait toute cette étude-là, puis en fait une fois à bord, je me suis rendu compte que la vie de bateau c'était intense, qu'il n'y avait pas tellement la place pour faire rentrer les questions exactes du chemin justement que je voulais faire aborder à bord. Du coup j'ai organisé des tables rondes où les scientifiques et les marins étaient invités. J'ai été assez agréablement surprise de voir que ça intéressait tout le monde. Donc on a fait des tables rondes qui ont duré des fois 2-3 heures, je crois que j'en ai fait 2 ou 3, en tout cas 2 formelles.
Et en fait, je posais les questions qui me brassaient par rapport à tous les protocoles qui étaient mis en place à bord. Le prélèvement d'air, prélèvement d'eau, prélèvement du plancton, prélèvement sonore, etc. Et toutes ces questions-là, on pouvait les débattre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en posant ces questions-là, qui des fois étaient toutes simples sur est-ce que la couleur d'un corail est seulement liée à la zooxanthelle avec lequel il est en symbiose, peut-être qu'il faudrait expliquer d'ailleurs ce que c'est un corail. C'est un animal qui est complexe. Ce qui définit un animal, c'est qu'il ne crée pas lui-même ses sucres, donc il ne produit pas lui-même ses sucres, donc il va être obligé de manger les sucres qui sont faits par d'autres espèces, donc manger d'autres espèces, ou comme le corail, en fait, se mettre en symbiose avec une algue qui va faire la photosynthèse pour lui et redistribuer les produits de cette photosynthèse en interne, mais aussi en externe. Et c'est ça qui est génial dans les récifs coralliens. Enfin, c'est ça, une des choses qui sont extraordinaires dans les récifs coralliens, dans la complexité qu'ils apportent, c'est qu'un récif, donc, c'est une architecture qui est énorme, qui peut faire, donc on connaît la barrière de corail en Australie. Enfin, c'est des architectures qui peuvent être fameuses, qui vont apporter beaucoup de choses, faites à partir de tout petits polypes, qui vont avoir un squelette extérieur, ce qu'on appelle un exosquelette. Et ils ont plusieurs formes de reproduction, c'est des cnidaires, ils appartiennent à la même famille que les méduses, enfin, il y a plein de choses. Et par cette photosynthèse, cette symbiose, il va y avoir une surproduction gélatineuse aussi de cette symbiose qui va être redistribuée après dans le récif. Donc ça va nourrir le récif, ça va protéger toutes les petites espèces aussi. On dit que c'est la pouponnière de l'océan. Ça va protéger les côtes. Il va y avoir plein de fonctions qui vont être attachées au récif. C'est donc un petit polype qui va sortir de son exosquelette et avec des petites tentacules, il est capable de chasser, de manger le plancton. Mais c'est vrai qu'il va surtout se reposer sur sa symbiose pour s'alimenter. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'essaye de faire simple parce que vraiment le corail, les coraux, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs choses à dire, quoi. Non, donc l'objet de ces tables rondes avec des scientifiques, c'était donc de les mettre en discussion. Voilà, et donc ils étaient souvent... En fait, ce qui était assez étonnant, c'était de voir que les équipes, qui parfois travaillaient ensemble depuis plusieurs années, sur des questions qui pouvaient me sembler les plus banales, en plus de toutes celles que j'allais avoir, ils n'étaient pas d'accord. Et puis que la discussion, c'est pour ça qu'elle était longue, les tables rondes étaient longues, parce que justement, il y avait les discussions, c'était intéressant de voir les réponses. Et du coup, au retour à l'atelier, je me retrouvais avec mon carnet de voyage, et je relistais toutes ces questions, il y avait beaucoup de questions, et puis les réponses. Et je me disais, mais finalement, qu'est-ce qui va le mieux parler du corail, de l'idée corail, que les questions que j'en ai posées, quoi. Parce que les réponses amenaient à plus de confusion, à plus d'enquête, et puis finalement ne nous amenaient pas forcément à suivre moins l'enquête qui était finalement proposée à bord, quoi. Donc ce dessin corail, il pose un pantone, le pantone corail, qui est le pantone que nous on va imaginer en plus en habitant ici, là où on est, loin du Pacifique, et c'est pas du tout les couleurs que j'ai pu voir dans le Pacifique, enfin la couleur que j'ai pu voir dans le Pacifique. Et autour de ce pantone, il va y avoir les questions de quelqu'un qui a eu une pré-enquête, eu une enquête à bord, et donc on suit à la fois des projections de questions et un cheminement de questions, parce qu'elles sont toutes retracées dans l'ordre chronologique de la résidence. Alors peut-être que vous pouvez nous en lire quelques-unes. Oui. Alors par exemple, y a-t-il une culture locale chez les coraux ? Parce que c'est vrai que, je développe un peu là aussi, juste pour dire que l'avantage des missions Tara, c'est que le bateau est mis à disposition de la science sur des grandes zones en fait, géographiques, ce qui permet d'avoir des surfaces de comparaison très très grandes, ce qui est un contexte assez rare en fait, à mettre en place pour la science, qui prend c'est coûteux. Du coup là, sur tout le Pacifique, de pouvoir explorer et comparer tous les récifs, tous les prélèvements, tous les marqueurs sur le vivant qu'il peut y avoir pour avoir des indications sur ce qui se passe, sur l'histoire, en faisant des carottages, etc. sur une grande zone, ça permet d'avoir plus de connaissances en tout cas. Du coup, cette idée de la culture locale chez les coraux, sachant qu'en plus il a plusieurs formes de reproduction, et qu'on est face à un problème, oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, qui est donc le phénomène qu'on connaît le plus vis-à-vis des coraux, c'est le blanchissement. Le blanchissement, c'est donc la séparation de l'algue et du polype, et du coup, c'est le moment où il ne va plus avoir assez de quoi se nourrir. Alors, on n'est pas...
il y a plusieurs versions sur cette séparation-là, que ce soit l'algue qui s'en aille, le corail qui l'expulse parce qu'il se sent... il est intoxiqué ou il se sent attaqué, c'est une réponse immunitaire. Enfin, il y a plusieurs suggestions autour de ça. Mais en tout cas, oui, cette question de la culture locale, sur la symbiose, c'était une projection. Mais je ne vais peut-être pas toutes les détailler. Après, il y avait le corail peut-il se suicider? C'est encore une question qui est liée à ce blanchissement. Comment penser comme un corail? Y a-t-il des cas d'articulation du squelette chez les coraux? Est-ce qu'un organisme qui est transformé par son environnement est faible ou fort? La question de l'adaptation. Y a-t-il du mimétisme chez les coraux? Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le bateau, autour justement d'œuvres que vous avez produites in situ, et en fait qui ont cette caractéristique d'avoir des grandes pliures. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, dans le moment de cette résidence, dans l'espèce d'effervescence de la vie de bateau, de l'activité des scientifiques, qu'est-ce qui a retenu votre attention et comment vous avez réussi finalement à créer des conditions de création? Oui, j'étais partie avec des grands dessins parce que je travaille surtout en direct et que j'essayais, donc dans l'idée de l'écologie, de ne pas prélever à bord. Du coup, c'était l'idée de prélever pendant le temps, donc de mettre aussi les scientifiques dans la partie pour qu'ils me ramènent en fait des choses prélevées que je puisse relancer sur le même site à partir de l'extérieur pour dessiner en fait à la surface du bateau en mouillage. Il y avait d'ailleurs en bateau mouillage, il y avait aussi les formes de l'eau, recréer des paysages, un cadavre esquisse ce paysage-là. Il y avait capté toutes les échelles de protocole en fait pour en fait rentrer aussi dans un carottage d'un humain posé sur un bateau dans un environnement qui n'est pas fait pour lui quelque part, quoi. Donc il fallait tout prendre et en même temps en direct pour qu'il y ait l'information qui passe. Alors, l'avantage du dessin, c'est que c'est une expérience qui est déjà directement physique. Donc par le fait de dessiner sur place, je pouvais absorber toutes ces choses-là aussi qui en témoignaient de manière consciente, inconsciente, sur une temporalité qui donnait le temps de l'observation. Qu'est-ce qui, en tant qu'artiste embarqué, qui ne participe pas donc directement à ces activités-là, qu'est-ce qui a retenu votre attention et vous a permis de produire des œuvres à bord? Alors ça, c'est pas mal il y avait toutes ces questions d'échange, des machines de transvasement, toutes ces articulations de prélèvement déjà, qui m'intéressaient beaucoup. Quelles sont les machines même qui sont inventées, qui sont créées pour mettre en place ces prélèvements? Et aussi, c'était voir finalement ce qui revenait souvent. Comme par exemple, toute cette question des articulations, des squelettes, etc. C'était finalement des formes entre les déchets qu'on pouvait trouver au bord des plages et les déchets qui étaient récoltés, ou quand la vie justement se désanimait dans des prélèvements, on observait plus ces formes d'articulation, ces formes de squelettes, d'exosquelettes, et du coup c'était arrivé à voir ce qui se répétait aussi dans les formes de prélèvement, du vivant, de ce qui était récolté et qui mourait, hein, parce que quand on sort un être vivant de son milieu, il n'a plus les mêmes couleurs, il n'a plus les mêmes qualités, on va dire, et de voir en fait les choses qui se répétaient et les choses qui étaient isolées. On va dire que c'était un peu repérer ça, vu qu'on était dans la transformation du vivant par le prélèvement, c'était par quoi ça passait, par quelle machinerie, par quelle invention, quoi. Et d'ailleurs, il y a 2 dessins. En fait, il y avait donc toute cette palette graphique qui était préparée en amont sur les images fantasmées, et il y avait toute la palette graphique qui était donc faite à bord. Comme on disait tout à l'heure, par exemple les vagues, plus sur un espèce de paysage recomposé finalement d'une traversée, mais aussi sur une planche naturaliste, donc finalement de récoltes mortes, on va dire, donc des os de baleines, des squelettes, des exosquelettes de coraux, etc. Et il y avait aussi, à un moment donné, comment refaire dialoguer ces vies-là, refaire aussi cette expérience naturaliste un petit peu sur une découverte du vivant, quoi. Donc c'était mettre sur des cartes, des cartographies finalement de prélèvements, d'articulations, d'images. Et donc cette œuvre-là, planche naturaliste, pourquoi vous avez choisi de lui donner un nom aussi, caractéristique d'une certaine esthétique
et formes de représentation scientifique? Parce que justement, tout le défi de partir sur une expédition de ce type-là, enfin tout le défi en tout cas de travailler sur un territoire en essayant de découvrir quelque chose ou d'être dans l'attente d'y trouver quelque chose, c'est un clin d'œil aux expéditions naturalistes de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir y faire moi en tant qu'artiste, alors que je peux y archiver en photo, que je peux... J'ai tout plein de manières finalement de découvrir des choses qui sont sûrement déjà connues. Qu'est-ce qui est inconnu, qu'est-ce qui va dépasser cette connaissance visuelle immédiate par rapport à ce qui n'est pas justement visible au premier regard, etc. Donc c'est comment dépasser tout ça et en même temps s'en servir quand même, ne pas refouler cet héritage-là, quoi. C'est jouer avec cet héritage finalement de la représentation. En tout cas, ne pas l'éviter, quoi. Ouais. Alors justement, on va quitter le bateau, quitter le navire et revenir à votre atelier, donc la phase après la résidence, où là, donc vous n'êtes plus contrainte finalement par les moyens limités, les moyens techniques limités que vous avez à votre disposition sur le bateau pour créer. Et de retour à votre atelier, en fait, vous avez prolongé cette résidence en faisant donc, la centaine de pièces qu'on mentionnait tout à l'heure. Et là, l'enjeu pour vous, ça a été vraiment une recherche de matériaux et de techniques qui soient à même de restituer tout ce qui finalement vous a... tout ce qui vous a imprégné sur la matérialité du corail, sur le caractère peut-être un peu impalpable et invisible des mondes sous-marins. Alors on va peut-être commencer avec une série d'œuvres pour lesquelles en fait, vous avez mis au point un procédé qui s'appelle donc la galvanoplastie. Alors ça existait déjà, la galvanoplastie, je ne l'ai pas inventé, mais par contre l'appliquer au dessin... D'accord. Ouais. Donc c'est ça je dirais l'innovation technique. Voilà. Alors peut-être est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous faire l'historique pendant que un des dessins, pendant qu'on navigue dans un des dessins, nous faire l'historique de votre recherche et pourquoi finalement c'est cette technique qui selon vous vous est apparue comme le meilleur mode de restitution de la matérialité du corail. Oui, alors tout en regardant les ressources en eau souterraine apaisent les océans et les hommes, qui est donc une iconographie issue des notes que j'ai pu prendre sous un prétexte graphique ou scientifique, donc reconstituer des iconographies. Je cherchais effectivement la bonne manière de les représenter. Donc l'idée des squelettes, de ces articulations, de ces prélèvements, de ces choses qui allaient revenir sous différentes formes pour finalement parler d'une certaine articulation qui va mettre en mouvement, qui va permettre de mettre en mouvement, de mettre en organisation, de mettre en marche des corps. Et en plus, le corail, enfin c'est l'exosquelette du corail, il est constitué de la même matière que nous, c'est un squelette calcaire. Et c'est cet agglomérat de cette fabrication d'exosquelettes, elle me semblait assez similaire à cette technique de galvanoplastie. Et du coup, la galvanoplastie, en fait, j'ai un chemin d'électrolyse. Par l'électricité, je vais pouvoir apporter des particules de cuivre, parce que c'est l'électrolyse de cuivre que je fais, sur en fait un dessin qui est préparé avec de l'argent. Et du coup, les petites particules de cuivre vont venir se déposer petit à petit sur le dessin que j'ai préparé et construire en fait le propre squelette du dessin. Le dessin va fabriquer son propre exosquelette et quelque part survivre à son support. C'est-à-dire que le papier, qui lui aussi est baigné dans le bain, même si je le prépare un petit peu, finalement, il va se décomposer petit à petit. C'est des pièces où vraiment c'est le trait du dessin quelque part qui va perdurer et pas ce qui tient ce trait-là, quoi. Et ça m'intéressait beaucoup pour tout ce que ça peut proposer aussi, qui accompagne le titre du dessin, la forme du dessin. Voilà, il est incarné aussi par la matière qu'il a mis en place. Et alors, donc, il y a toute une série de dessins en galvanoplastie. Et en fait, certains d'entre eux, vous avez choisi de les reconfronter finalement à la parole des scientifiques
soit des scientifiques avec lesquels vous avez collaboré pendant la résidence, soit de scientifiques avec lesquels vous avez choisi d'entrer en dialogue autour de ces pièces. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute, et c'est comme ça d'ailleurs que vous présentez ces œuvres, c'est accompagné d'un texte, d'une parole de chercheurs. Donc, ce que je propose, c'est que sur 2 d'entre elles, on les écoute, en commençant par donc, cette œuvre qui s'appelle « Le paysage comme identité ». Oui, le paysage comme identité. Donc j'ai envie de parler de 2 choses avant de lire le texte qui est associé. C'est que le paysage comme identité, il résonne avec 2 expériences que j'ai vécues. La première, c'est la rencontre avec Christophe Sand, en fait, qui est archéologue calédonien. Donc j'ai rencontré à mon arrivée en Nouvelle-Calédonie, à mon arrivée à la fin de ma résidence à bord Tara. En fait, il me demandait qu'est-ce que je cherche. En fait, il me demandait ce que je cherchais et je lui parlais de ma recherche par rapport à l'image, ses impressions physiques, etc. Et tout de suite, il m'a dit il va falloir que tu sortes finalement de ces habitudes de représentation finalement qui sont très occidentales, qui t'appartiennent vraiment, parce qu'ici, tu ne vas pas retrouver les mêmes repères iconographiques. Et je n'ai pas tout de suite compris, et c'est seulement plusieurs semaines après qu'effectivement, en éprouvant un peu plus la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté sur lesquelles je suis allée, que j'ai un peu compris qu'en fait, la plupart des choses étaient contenues dans le paysage. Et je l'ai d'autant plus compris quand je suis arrivée à Bourail et que j'ai été invitée sur une mission de l'IRD qui s'appelle Hip-Hop, qui en fait permettait de mettre en relief les récits qui étaient liés à ces histoires de paysages, comme si les paysages en fait étaient le support, comme le papier en fait pour nous, quoi. C'était vraiment le support de lecture, de transmission, de travail. Et du coup, le paysage, il prenait une dimension, enfin là pour le coup, que j'aurais pas pu découvrir sans le vivre, sans rester plusieurs semaines. Et donc Christophe Sand, ça m'a paru naturel de lui envoyer ce dessin-là pour le commenter. Donc je vais lire son texte. Des montagnes en ombre chinoise, devant une ligne d'horizon penchée. Le tout servant de fond à notre identité, confondant nature et culture, une synthèse du minéral, du végétal et de l'immatériel. Colonnes de corail devenant pins colonnaires, palmes de cocotiers se transformant en danseurs. Gousses de capoquiers formant la façade d'une grande maison des hommes. Feuilles prises dans une branche durant un cyclone, flottant comme un tapas de coutume accroché à un vieux mât du souvenir. Paysage s'enracinant dans la terre tout en naviguant à travers l'histoire sur ses 4 troncs. Illustrant l'ambivalence de l'identité du peuple du grand océan, être l'arbre ou être la pirogue. En miroir, au-dessus, les ancêtres transparents nous rappellent que le visible et l'invisible, le calme et la tempête, la plage et la montagne, le masculin et le féminin, le jeune et le vieux, n'ont de sens que s'ils sont unis dans un tout, l'île. Alors, l'œuvre suivante s'appelle, et donc là il va falloir une petite explication de texte, « L'organisme le plus absorbant de la Terre est relatif au modelage du polymérocène ». Alors, est-ce que, Noémie, avant de lire donc, le texte du scientifique qui accompagne cette œuvre, vous pouvez décrypter un petit peu le sens de ce titre ? Alors là, c'est un titre qui fait des références scientifiques, mais qui est plus poétique. Donc je vais plutôt parler de l'inspiration générale, même si le jeu en fait, de cet exercice du retour scientifique, c'est justement qu'un scientifique fasse lui-même en fait, le rapprochement avec ses recherches à lui. Mais en gros, c'est dire que les choses qui sont absorbées ou qui vont être rendues par différents organismes vont modeler en fait, une ère. En fait. Donc Thierry Pérez, qui lui est océanographe qui habite à Marseille, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des éponges, a écrit ceci. L'animal le plus absorbant de la planète est bien évidemment une éponge. En termes de plasticité ou de capacité d'adaptation, ces organismes n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Encaisser des stress, dépolluer, certaines éponges savent faire, et très peu d'espèces ont été étudiées. On parle aujourd'hui beaucoup de services écosystémiques et des capacités que la flore marine, le phytoplancton, les forêts de macroalgues, les herbiers de phanérogame, les mangroves
peuvent avoir pour fixer le CO2 excédentaire émis par les activités humaines. On voit là beaucoup de potentialités pour limiter le changement climatique. On devrait aussi parler des éponges et de leur capacité à dégrader des polluants chimiques, pourtant connus pour être très persistants, peut-être des plastiques, c'est à voir, et expliquer qu'en préservant leur biodiversité et leur fonctionnalité, une résilience est possible. Bien sûr, il faut commencer par réduire les sources de perturbations environnementales. Alors j'aimerais poursuivre sur la question de l'expérimentation technique avec un autre procédé que vous avez utilisé dans les œuvres de restitution de cette résidence, qui est la fluorescence, qui par ailleurs tient une place importante dans votre travail artistique. Alors il me semble que, en l'occurrence, il s'agissait de restituer le caractère invisible, étranger et merveilleux presque de ces mondes sous-marins. C'est vrai que c'était une des choses sur lesquelles on pense justement quand on pense à ces projections un peu fantasmées qu'on a sur un environnement qui n'est pas directement accessible. La fluorescence, ça faisait partie des évidences de cet univers-là. Et ça me permettait de faire valoir plusieurs choses qui étaient intéressantes dans cette exploration, à savoir le fait qu'il y ait un dialogue qui ne nous est pas adressé directement parce que les fluorescences font partie d'un spectre de lumière, de couleurs dont il faut nous outiller pour pouvoir l'observer. Donc ça veut dire qu'il y a des échanges, il y a des communications qui ne nous sont pas adressées, qui existent dans la nature et qui font enjeu et jeu. Du coup, c'était le fait de s'armer encore une fois d'un outil pour observer cela. Et puis en plus, les fluorescences, quand on les voit, elles sont merveilleuses. Donc il y a tout cet univers qu'on va découvrir qui va amplifier en fait les présences, les interactions et donner en fait une autre profondeur à un paysage. Souvent, c'est des fluorescences qui sont animées par des êtres vivants. Il y a le plancton fluorescent, les coraux. Donc il faut se saisir d'une lampe pour pouvoir justement avoir accès visuellement à cette fluorescence. Donc les œuvres, elles ont finalement elles produisent plusieurs effets selon qu'on active cette fluorescence ou non. Et par ailleurs, en fait, ce sont des objets que vous avez imaginés comme des armes dont on peut se saisir et qui par ailleurs ont des formes animales. Alors est-ce que ça c'est un motif qui revient dans votre travail depuis plusieurs années? Est-ce que vous pouvez expliquer finalement quel a été le point de départ de cette série d'armes et pourquoi finalement il s'agit aussi de représentations animales? Alors, c'est vrai, il y a les armes, donc c'est une série que j'ai commencé à développer en 2015 dans une résidence à Belleval-Bois-des-Dames, qui est une résidence qui était avec le Musée de la Chasse et de la Nature, la Fondation François Sommer. Et là, en fait, j'ai eu 2 points de résidence. La première, c'était l'observation de la nuit. Donc là, c'était décrypter les codes nocturnes de la nuit, essayer de les décomposer pour fabriquer des paysages où on ressent la nuit comme une espèce de peau nocturne, de présence, etc. Et il y avait aussi tous ces outillages en fait, qui permettent un prétexte pour rentrer dans le paysage, que ce soit un prétexte de chasse, un prétexte de n'importe quoi, un prétexte en tout cas d'action. Et je me suis rendu compte dans tous les terrains que j'ai pu aborder, que ce soit Clean Amen, une association pour la paysannerie en ville, ou pour Tara, ou pour d'autres résidences, il y a toujours ce rapport à l'outillage. Et cet outillage est souvent décoré. Et du coup, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, la décoration des armes, des outils, c'est-à-dire cette réappropriation souvent de la figure animale dans les armes, qu'on peut voir aussi quand on découvre les tiroirs du Musée de la Chasse et de la Nature à Paris. À quoi ça ramène, en fait, toute cette symbolique du sauvage qui est rapportée sur des outils, en fait, qui vont permettre de les manipuler. Et du coup, effectivement, c'est toutes les choses après s'imbriquent, parce que à l'atelier, toutes les mythologies se mélangent, toutes les recherches se mélangent. Et le polype, qui est dans les esprits, dans l'imaginaire, un animal assez passif, devient actif. Déjà, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir, donc comme je disais tout à l'heure, par le fait qu'ils appartiennent à la même famille que les cnidaires, donc les méduses, qui, elles, sont munies de harpons. Donc d'un coup, ça transpose le récif corallien et le corail vers quelque chose de plus actif que ce qu'on peut imaginer. Oui, le corail peut se battre, il peut envoyer des harpons, il peut avoir des guerres territoriales. Et du coup, associer forme passive, imagerie passive, fantasme passif ou actif, sur ce que même nous, on va permettre de faire exister, permettre de vivre. Alors, on sait très bien
que ces formes sauvages, animalières, elles nous animent. Et pour autant, on ne va pas forcément les protéger, alors qu'on sait qu'elles sont essentielles aussi à notre propre survie. Du coup, c'était un peu mélanger tout ça, de permettre des formes avec des manipulations d'échelle de ces formes-là, en avoir l'expérience par finalement ce qui est le plus proche de nous dans cette idée du sauvage, qui est presque un outil de domestication. Donc ça pouvait relever en fait toutes ces contradictions-là. Et pour Tara, donc j'ai fait toute une série qui est en cristal transparent, ce que je n'avais pas fait auparavant. Donc c'est du cristal dans lequel il y a des inclusions de radioactivité, donc très faible, hein, c'est aussi radioactif qu'une pomme de terre, mais en tout cas ça permet d'avoir des fluorescences dans le cristal. Et du coup voilà, on a un objet qui s'anime, qui contient finalement cette magie, ce mystère dans une forme, dans quelque chose qui va nous permettre d'aborder ce paysage-là, quoi. Donc voilà, après les fluorescences, ça m'a permis donc des mises en rapport dans les compositions plastiques, de faire revivre justement des éléments morts, d'avoir un support qui relie des choses entre elles. Je pense à un dessin aussi qui a été fait, donc là on va dire je vais faire le lien entre la planche naturaliste, etc., une autre sorte de prélèvement, c'est-à-dire que quand on parle par exemple pareil d'un paysage qui va se perdre, quand on parle d'écologie de manière générale, de quelque chose qui s'abandonne, qui se perd un petit peu, qui change de visage en tout cas, comme avec le blanchissement des récifs coralliens, où on a des récifs colorés par les récifs eux-mêmes et par toute la biodiversité marine qu'il va y avoir autour de ça, quand ils blanchissent, il n'y a plus rien en fait. Et avoir le constat de ça quand on est dans un paysage qui est mort, on ressent cette tristesse, mais on n'en prend pas la mesure. Et du coup, c'était arriver à se dire comment je peux prendre la mesure de cette transformation du paysage par un marqueur qui va vraiment m'aider physiquement à prendre conscience. C'est pas juste que je me dise tiens, j'ai compris que c'était mort, j'en ressens la tristesse, mais plus mentale, plus consciente que physique, quoi. Et sur un des sites que j'ai pu traverser, sur la barrière de corail justement, où c'était toujours très difficile, il y avait tous ces chocs émotionnels que j'évoque aussi quand je parlais de science, avec justement ce marquage physique qui accompagne la science que j'ai évoqué dans une pièce, une lithographie qui s'appelle le calendrier du kiff, que j'aurais pu mettre en parallèle aussi avec Chasing Coral. C'est aussi, sur cette île, là j'en ai vraiment fait l'expérience de tout ça. C'est-à-dire que je suis arrivée sur Heron Island, qui est une île très très protégée de la barrière de corail. C'est une île aussi qui est scientifique, qui est très très préservée. Et là, j'ai fait des découvertes, les premières plongées qui étaient des plongées autour de l'île. Déjà, je me suis rendu compte que c'était très fourni. Mais quand je suis arrivée carrément sur les plages, voilà, il y a une anecdote que je raconte un peu qui est je rentre dans l'eau naturellement, comme on pourrait s'imaginer sur une plage. Et au bout de quelques mètres, je mets mon masque et je regarde sous l'eau. Et là, j'ai du mal à respirer parce qu'en fait, je prends conscience qu'il n'y a pas de zone qui n'est pas... dans laquelle il n'y a pas de présence. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a des rampants, des poissons, des choses, énormément de choses. En fait, rétrospectivement, je me dis c'est impossible que je sois arrivée à quelques mètres dans l'eau sans avoir écrasé ou tué plusieurs espèces. C'est-à-dire que là, le grouillement d'une présence vitale, comme si j'étais dans le sexe de l'univers, qui se mettait là autour de moi et qui m'englobait, et que j'étais une invitée comment dire, j'étais comme une invitée à quelque chose qui était plus grand que moi, alors sur des formes plus invisibles, mais c'était beaucoup plus grand que moi. Il m'a fallu un moment, je suis sortie de l'eau comme ça et je me suis demandé comment j'allais retourner sous la plage, c'est-à-dire sur cet endroit où je n'avais pas estimé cette vie quelques mètres plus loin. Et en même temps, en remontant la plage, j'ai vu tous les squelettes, donc encore ces histoires de squelettes qui reviennent, de tout ce que j'avais pu voir juste en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, la plage était faite déjà de cet indice que je n'avais pas su voir parce que je n'y étais pas habituée. Et il y a un dessin qui s'appelle Heron Island qui reprend ce principe de la planche naturaliste et dans lequel je vais mettre une fluorescente. Donc c'est un dessin qui... Quand il n'est pas éclairé en lumière UV, il est très épars, on voit très peu de choses. C'est une feuille blanche presque avec quelques objets. Et quand on l'éclaire en lumière UV, il va prendre cette
Alors, dans le titre, il y a cette idée aussi de persistance rétinienne, comme quand on est longtemps dans un paysage, sur un bateau, où finalement la chose qui va changer, ça va être des lumières, des reflets de lumière, des choses qui vont se répondre. Et dans ce répondant-là aussi, on a cette vie, cette mort sur la plage, ce qui s'échoue. On a aussi ces choses-là et cette persistance de vie dans finalement le squelette, ce qui va rester finalement de la forme non organisée ou désorganisée de l'être vivant qui est décédé, quoi. J'aimerais qu'on passe à un autre terrain qui est très important dans votre trajectoire artistique et qui manifeste aussi, justement le rapport très fort que vous entretenez entre un engagement personnel, on pourrait dire une manière de vivre, et votre pratique artistique. On va maintenant montrer les œuvres que vous pouvez voir dans l'exposition au Crédac Sima Sima de Kapuani Kiwanga. Il s'agit de 3 œuvres de la série Motifs vivants qui sont des dessins dans lesquels vous avez choisi, Noémie, d'incruster des semences paysannes. Alors, ces semences, elles ne viennent pas de nulle part. Vous expliquez dans le cartel de ces œuvres qu'il s'agit de graines de tomates issues des semences paysannes, sélectionnées et cultivées par Guillaume Le Terrier, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Guillaume Le Terrier faisant partie de l'association Clinamen, dont vous êtes aussi d'ailleurs membre. Alors, est-ce que vous pouvez déployer finalement la trajectoire de ces graines depuis justement cette culture jusqu'à vos œuvres et par là aussi nous expliquer l'importance de Clinamen dans votre travail? C'est vrai que les Clinamen, donc c'est une association qui a plusieurs projets. Et dans un des projets de l'association, il y a le maraîchage issu des semences paysannes. Donc les semences paysannes, c'est des semences qui sont particulières parce que leur circulation, elle est tout le temps inquiétée. Donc parfois interdite, autorisée sous certaines conditions. Enfin, il y a beaucoup de mouvements autour de ces semences, de leur conservation, de leur manière de les archiver, de les archiver en les faisant vivre aussi, parce que comme le vivant, toute forme vivante, si elle n'est pas exercée dans sa capacité à être vivante, elle va avoir du mal finalement à s'adapter et donc à se pérenniser et à rester vivante. En fait, la meilleure manière de conserver le vivant, c'est de le faire vivre. Et les semences paysannes, c'est intéressant à plein de titres, parce que
dans ce que ça représente, finalement, c'est quelque chose qui, pour moi, par exemple, c'est quelque chose de rassurant. C'est-à-dire que je vais mettre en terre quelque chose qui va pouvoir se renouveler de lui-même, participer à toute une biodiversité autonome qui va se fertiliser, s'auto-fertiliser et se répandre et puis me nourrir, quoi, finalement. Et de s'imaginer que même en bio, les semences sont stérilisées, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. De se dire, sans partir dans le débat politique autour de la stérilisation, en tout cas, que ça existe, ça pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire maintenir, contenir le vivant ? Qu'est-ce que ça relève comme peur ? Qu'est-ce que c'est cette peur du débordement ? Tout ce que ça peut révéler comme question, en tout cas non informée pour le coup, sur les enjeux politiques ou économiques, les questions basiques, on va dire instinctives autour de cette autonomie du vivant et de l'alimentation, de comment ça nous contraint, nous, dans nos propres alimentations, dans notre rapport marchand à notre manière de nous alimenter, dans la mise à distance de notre alimentation de manière générale, en vivant par exemple en ville. C'est aussi des défis de Cleanamen, de poser la question de l'alimentation justement plus proche de nous et visible. Le Cleanamen, donc pour en parler un peu plus, c'est la promotion des pratiques agricoles en ville, et donc par le maraîchage, par l'élevage beaucoup, avec cette idée d'un élevage digne, même si ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en tout cas des animaux qui vont vivre sur une zone Natura 2000, comme actuellement les moutons, donc c'est un troupeau de 50 moutons, mais qui peut varier selon les agnelages, sur le parc départemental Georges Valbon à La Courneuve. Et du coup, voilà, se rapprocher de ces questions-là, et tous les gens que ça va ramener, en fait, vont aussi alimenter ces questions. C'est-à-dire, qui s'intéresse à ça ? Qui a envie d'y participer ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui y amènent ? La forme d'expérimentation sociale que ça peut avoir, c'est-à-dire, quel est le besoin d'aller se confronter à ça ? Est-ce que c'est une expérimentation avant d'aller vivre à la campagne ? Ça revient aussi aux idées des paysages bonsaï, finalement. On se rend compte qu'il y a pas mal de bénévoles qui vont mener un projet expérimental avant de se lancer, par exemple, définitivement dans l'agriculture ou d'aller vivre à la campagne pour monter un projet similaire, ou dans une autre ville d'ailleurs, sachant que l'association forme aussi des bergers avec les troupeaux de moutons, donc on appelle ça les moutons HD, haute domestication. C'est des moutons qui sont capables de se balader. D'ailleurs, les transhumances ont été pas loin du Crédac parfois. Et du coup, voilà, c'est suivre ce parcours-là des gens d'une association. Cette association, elle a 10 ans bientôt. C'est une date un peu clé pour nous parce que là, on affirme vraiment le côté agricole aussi, enfin la volonté agricole. On est en train de réfléchir à un vrai parcours pastoral, donc ramener les habitudes de saison par rapport à un quotidien de ville qui est peut-être détaché aussi de ces idées de saison. Voilà. Et la graine aussi, c'est de demander effectivement d'où elle vient. C'est la question que vous posiez tout à l'heure, c'est vraiment une question qui est intéressante parce qu'il y a une circulation des graines qui se fait plus de main à main, justement par cette idée un peu compliquée de circulation des graines qui n'est pas une évidence. En tout cas, qui est pas facilitée, quoi, on va dire. Quand on pense qu'un paysan n'a pas, en tout cas pour un usage professionnel, ne peut pas ressemer ses propres graines, c'est compliqué à comprendre, c'est quelque chose de compliqué. Donc voilà, ça permet finalement par le dessin de rediffuser, d'affirmer en fait cette transmission, quoi. Oui, en même temps, il s'agit d'œuvres, il y a une idée de conservation aussi, d'une certaine manière. Alors, sur les dessins qui sont exposés au Crédac, c'est vrai qu'on s'imagine mal les enlever du dessin. Mais ils sont quand même faits, c'est-à-dire que les graines ne sont pas collées et elles peuvent être enlevées parce qu'elles sont collées juste avec leur propre jus. Et sur plusieurs autres pièces, en fait, j'ai même commencé à découper pour justement initier ce découpage-là. Et même parfois, il est sur des papiers de soie pour que justement... Comme en fait, là, c'est la même pratique qu'à la ferme, c'est-à-dire qu'on prend des papiers de soie ou des papiers de sopalin sur lesquels on va poser les graines avec leur propre jus, et puis on va remettre en terre finalement ces papiers-là qui vont recréer des plants qu'on va pouvoir replanter, etc. Là, en fait, ce serait initier cette même idée-là avec une pré-découpe des dessins. C'est-à-dire que sur certains dessins, vous avez vous-même volontairement pré-découpé en quelque sorte,
commencer le découpage, c'est ça? Voilà, c'est ça, je m'en sers. Je ressème mes propres graines, je consomme mes propres dessins. Et du coup, justement, dans ce jeu entre une forme d'artisanat, enfin, je veux dire, c'est-à-dire un mode de conservation de ces graines, comme vous disiez, sur du sopalin, ce rapport aussi, alors là, ça évoque d'autres œuvres, mais par exemple, les dagues dont nous parlions tout à l'heure, vous fabriquez en fait des étuis avec la laine des moutons de Klinamen. Il y a un jeu en fait dans votre pratique artistique entre des formes inspirées de l'artisanat ou vous-même en fait des pratiques. Je sais que cette question de l'artisanat elle est importante pour vous et donc peut-être est-ce que vous pouvez nous dire ce rapport que vous entretenez avec ça et aussi peut-être en quoi est-ce que justement ça vous rapproche de praticiens, c'est-à-dire de gens qui sont éleveurs, qui plantent, qui prennent soin des animaux. Quel rapport vous entretenez avec ça dans votre C'est vrai que derrière les dessins, normalement, je ne sais pas si je l'ai fait systématiquement, mais en tout cas, j'essayais. En tout cas, justement, en indiquant la provenance, c'était aussi de dire que c'était des graines qui s'étaient faites à un sol. C'est-à-dire c'était des fois la première, enfin, c'était pas la première, c'était souvent la deuxième, troisième ou quatrième génération de plantes. Donc en indiquant d'où elles venaient, je donnais une indication sur le terrain pour effectivement peut-être que l'acquéreur connaisse en fait ses habitudes culturelles, on va dire quoi. Donc ça donne une information sur le terrain sur lequel elle s'est adaptée. Souvent en fait les dernières graines, les dernières semences sont issues de la cité universitaire de Villetaneuse sur laquelle on a notre plus grand champ de maraîchage et de vignes aussi d'ailleurs. Et effectivement, alors le rapport à l'artisanat, effectivement, parce que c'est le rapport du faire aussi, puis de l'objet, puis finalement, encore une fois, d'une forme d'indépendance, de faire un objet qui est diffusé, qui est utile. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont abordées aussi, parce que l'objet utilitaire, très esthétique, mais utilitaire, sur lequel on va passer du temps pour justement attirer une attention sur des sujets qui, des fois, ne sont pas des sujets évidents, c'est-à-dire parler d'écologie en provoquant le merveilleux avec quelque chose de très, très dessiné, très détaillé. Pour moi, c'est lui donner une chance aussi d'attendre des personnes qui vont être moins sensibles à ces sujets-là, quoi. Et effectivement aussi, tout ce qui est produit de la ferme crée un matériau qui ancre aussi sur le territoire mes pièces, sur leurs utilisations, qui les place aussi, qui les situe de la même manière qu'on situe des graines. Et les moutons, on a des moutons à laine blanche, des moutons à laine noire, ça me permet justement de fabriquer les housses de ces armes qui finalement ne sont pas des armes qui sont faites pour être juste exposées, mais c'est des armes qui sont faites pour être manipulées, c'est des armes qui sont faites pour être explorées. Quand j'inclus de la fluorescence dans une dague, il faut pouvoir circuler autour, il faut pouvoir la prendre comme ça, rentrer dedans avec le faisceau lumineux, en voir finalement l'aspect, j'appelle ça les cristals de cosmos fluorescents, parce que ça fait comme une espèce de voie lactée à l'intérieur. Donc c'est des armes en mouvement, c'est des choses en mouvement, comme ça qu'on va déposer dans la laine de mouton, qu'on va pouvoir rouler et sortir quand on aura envie de la manipuler. Il y a aussi cette volonté de retransmettre le caractère méditatif de notre rapport au paysage. Une des choses qui m'avait marquée quand j'étais en résidence à Belleval, justement, j'avais accompagné une formation de chasse à l'arc. C'était finalement plus que la volonté de chasser, c'était de trouver un prétexte pour rentrer dans le paysage. C'est-à-dire se dire qu'on peut parcourir une forêt, rentrer dedans, chercher un animal, c'est un objectif. Se trouver un rôle pour le chercher, même si on ne l'applique pas, c'est un objectif en soi. Ça permet en fait de créer un cadre pour la rencontre, même si en fait c'est juste un cadre de départ sur lequel on va partir. Et ça me fait penser, pour revenir à la citation inaugurale de cet entretien, que ce soit en fait dans vos relations avec des scientifiques ou alors avec des praticiens, il y a l'idée que par vos pièces, en fait, on soit, justement, vous parlez de manipulation, d'activation, enfin, il y a beaucoup de ça en jeu. Et en fait, que finalement, notre sensibilité, en fait, à ce qui est mis en jeu dans ces pièces, que ce soit des formes animales, des graines, enfin, la matérialité d'une laine de mouton, finalement, notre sensibilité soit réactivée
en quelque sorte, par la médiation de vos pièces. Est-ce que vous diriez qu'il y a cet enjeu ? Oui, c'est vraiment, je pense que moi-même, même si je suis née dans la Drôme, j'ai beaucoup exploré mon environnement par l'équitation, parce que j'avais des petits chevaux de montagne qui se ferraient pas. Enfin, je dis ça parce que les pieds des chevaux, c'est toujours très important selon le territoire dans lequel on est, mais comme pour des éleveurs, connaître le pied de son mouton, c'est connaître l'endroit où on peut le faire pâturer. Et du coup, l'approche par un animal, déjà, on ne fait plus fuir les animaux, on comprend l'outil par lequel on arrive dans cet environnement. N'importe quel prétexte pour recréer un lien, en fait, une présence qui est justifiée. C'est toute la question effectivement du confinement, des paysages bonsaï, etc. C'est de se dire est-ce qu'il faut que j'ai un prétexte utile ou est-ce que le prétexte sensible peut être suffisant ? Enfin, en tout cas, c'est se poser la question de si j'ai cette projection, que j'active cette projection, que je me mets en place dans ce paysage et que je m'autorise une transformation, ou en tout cas un dialogue avec ce paysage, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est des questions plus que des réponses. C'est-à-dire que moi-même, bien que venant de la campagne, je ne suis pas sûre de pouvoir réellement être comme je voudrais y être, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. C'est-à-dire que j'ai tendance à apprécier ce que je pourrais y faire des fois plus que ce que j'y fais quand j'y suis, quoi. Donc de manquer de présence en quelque sorte. Ben justement, je ne sais pas à quoi c'est dû. Et donc, dans le lien avec votre travail, quel lien vous faites avec votre travail artistique entre ce sentiment-là, justement, de forme d'absence aux choses Je pense qu'il y a aussi le fait que sur une toute petite parcelle, il peut y avoir beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression que c'est aussi rassurant quand on se retrouve dans... C'est aussi rassurant de se dire que juste là, en fait, je peux avoir une interaction immédiate. C'est quelque chose que va proposer plus facilement un paysage, on va dire, vivant, qu'un paysage... Enfin là, je repense à mes paysages bonsaï, quand j'y mets pas de nature, quand je le fertilise pas, il y a quelque chose qui se passe pas. Et c'est pas tellement l'exploration qui est intéressante, c'est juste peut-être mettre un pied dans le vivant, quoi. Et je pense que c'est ce rapport-là immédiat de prendre, de toucher, de pouvoir, là je pense aux animaux à nourrir de toute cette série, je tiens là, dans cette main-là, quelque chose que je peux à la fois protéger et quelque chose que je peux étouffer, mais qui, si je le tiens dans ma main, je peux enfin peut-être me considérer en dialogue avec, mais en même temps il va dépendre de moi. C'est un animal qui en soi est en train d'être domestiqué. Et voilà, je pense qu'on est dans ce rapport-là, quoi, de cet animal à nourrir. Voilà. Merci beaucoup, Noémie Sauve. Je pense qu'on peut conclure avec ce geste qui dit bien toute la tension entre le soin, la domination. Et je remercie beaucoup le CREDAC de nous avoir donné l'occasion de cette discussion. Qui est à poursuivre, à prolonger, en tout cas l'expérience que cette vidéo vous propose des œuvres de Noémie dans l'exposition qui, je l'espère, ouvrira bientôt enfin. Merci beaucoup.